8000 éoliennes sont installées aujourd'hui sur le territoire français. Le double est prévu pour dans 10 ans. Alors, à l'heure où cette multiplication des éoliennes est inscrite au programme du gouvernement, le sujet préoccupe les Français et s'invite dans le grand débat national souhaité par Emmanuel Macron. Alors, où en est vraiment la filière éolienne en France? Qu'est-ce que l'éolien peut apporter comme réponse aux besoins croissants en énergie? Quels choix économiques peuvent justifier ces intentions du gouvernement? Et comment ces éoliennes vont-elles se modifier dans les années à venir? Nombreux sont encore ceux qui s'y opposent, des défenseurs du patrimoine, des protecteurs de l'environnement, des anarchistes, des zadistes, des marins-pêcheurs, des châtelains, des parlementaires ou des gilets jaunes. Alors quels en sont les principaux arguments? On va essayer d'en discuter au cours de cette émission avec nos décrypteurs. Et vous, est-ce que par exemple vous pensez qu'il faut continuer à développer le parc éolien en France? On vous a posé la question sur Twitter. Et vous êtes très équitablement partagés dans vos réponses, 49% de oui et 51% de non. Pour commencer, je vous propose qu'on revienne sur ce que coûte, ce que rapporte vraiment le parc éolien en France. C'est pour le savoir que le député Julien Aubert a demandé la création d'une commission d'enquête parlementaire. C'est aussi sur ce sujet qu'il a interpellé dimanche dernier Brune Poirson, secrétaire d'État à la transition écologique. Écoutez. Regardez ce très beau paysage. Il n'y a rien qui vous choque, il n'y a strictement aucune éolienne. Et d'ailleurs, ça n'est pas le propre du Vaucluse, c'est le propre de toute la région, Sud-Provence-Alpes-Côte d'Azur, parce que les gens ne veulent pas avoir des grands pylônes à côté de chez eux. Et pourtant, vous avez prévu le triplement du potentiel éolien en France dans la prochaine programmation pluriannuelle de l'énergie. Et pourtant, vous avez décidé de réduire la voilure sur l'éolien en mer. Alors ma question est simple, elle est paradoxale. Comment allez-vous respecter cet objectif sans passer sur l'obstruction des gens qui ne souhaitent pas de l'éolien ? Cyril Van Lerberg, bonjour. Bonjour Ariane. Vous êtes rédacteur en chef du service Sciences au Figaro. Alors Cyril, d'abord, pour bien comprendre, quel est le projet du gouvernement d'Emmanuel Macron en matière d'énergie éolienne? Quelles sont les réponses, par exemple, qu'il peut apporter à ce genre d'interpellation? En fait, il y a deux chiffres qui donnent un peu l'ordre de grandeur. On a aujourd'hui 8000 éoliennes installées en France et le projet, c'est d'arriver à 15 000, donc c'est presque doublé. Donc pour 2030, 2030, voilà, environ 2030, c'est la PPE, donc la loi de programmation sur l'énergie. C'est un objectif qui peut paraître ambitieux, mais en fait, c'est pas du tout exotique ni irréalisable. C'est plutôt en fait. Ça vous paraît raisonnable et faisable? Raisonnable, c'est pas à moi d'en juger, mais c'est tout à fait faisable. Et la trajectoire, elle est tout à fait réalisable. Et enfin, c'est pas quelque chose d'impossible en tout cas. Depuis quand se développe ce marché de l'éolien en France, Cyril? Qui a eu cette idée, qui l'a souhaité et qui l'a impulsé pour en arriver à ce chiffre aujourd'hui de 8000 éoliennes? Il y a plusieurs raisons, mais la principale, c'est que c'est une énergie renouvelable. Qu'est-ce que ça veut dire renouvelable? C'est une énergie qui ne met pas fin à une ressource finie sur la planète. Toutes les énergies qu'on consomme depuis le début de la révolution industrielle, que ce soit le charbon, le gaz, le pétrole et même l'uranium pour les centrales nucléaires, sont des ressources finies. En quantité limitée. Quantité limitée. L'étape d'après, c'est d'avoir une ressource durable, et le vent ou le solaire sont des ressources qui sont, pour le coup, vraiment infinies, parce qu'à l'échelle de la planète, on n'a pas de limite et pas d'impact. Pourquoi cette question elle est si importante aujourd'hui, cette question des renouvelables? C'est qu'il y a une urgence. L'urgence, elle est climatique. C'est le réchauffement de la planète. Ce n'est pas une anecdote, c'est une réalité. Les scientifiques donnaient l'alerte il y a 20 ans, on ne les a pas trop écoutés. Aujourd'hui, en fait, on voit déjà les conséquences. Les 5 dernières années ont été les plus chaudes qu'on ait jamais enregistrées depuis 150 ans sur la planète. Et ça, ce n'est pas un hasard, c'est vraiment l'effet du réchauffement climatique qui est lié par l'effet de serre. L'effet de serre, c'est la combustion de combustibles fossiles, donc gaz, charbon, pétrole, qui émettent du CO2 dans l'atmosphère, ça réchauffe l'atmosphère. Donc l'activité humaine a un impact. On commence à la mesurer, on commence à la voir. Et si on ne fait rien c'est tout l'enjeu du traité de Paris, c'est est-ce qu'on est capable de ralentir ou pas ces émissions de gaz à effet de serre pour ralentir le réchauffement et le limiter à 2 degrés. L'idéal, ce serait 1,5 degré d'ici la fin du siècle ou 2 degrés d'ici 2100. Et on sait qu'à 1,5 degré, ça ne sera pas possible. On est sur une trajectoire qui est beaucoup trop rapide. Donc 2 degrés, ça paraît possible, atteignable avec des efforts. Et les renouvelables, en fait, font partie des solutions
pour atteindre ces objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'était une des premières idées qu'on a eues, qu'on n'a pas inventée, puisqu'en effet, il y avait c'est une des plus vieilles sources. Oui, il y a des moulins depuis... les moulins, le moulin, c'est quoi? C'est capter l'énergie du vent pour faire tourner quelque chose qui sert d'abord à moudre du grain, mais c'est une forme d'énergie. Après, on a pensé à... Sauf qu'on n'est pas dans ces proportions-là. Les moulins étaient peut-être plus... On a changé d'échelle et de technologie. Oui. On est, une éolienne aujourd'hui, c'est parfois jusqu'à 5, 6, je crois que le record, ça doit être autour de 8 mégawatts. Donc c'est des très grosses machines. Et c'est ça aussi l'enjeu, c'est que si elles sont si visibles dans le paysage, c'est que pour qu'une éolienne soit efficace, il faut qu'elle soit grande. La puissance de l'éolienne, elle est liée à la surface qui est brassée par ces grandes pales. Et une éolienne grande, elle est puissante. Et quand on arrive à la faire fonctionner avec des vents faibles, c'est-à-dire qu'elle fonctionne souvent et qu'elle produit plus d'énergie. Alors pourtant, elle ne fonctionne pas tout le temps. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Ça, c'est vraiment une des contraintes, de ce type de renouvelable, c'est que c'est les énergies intermittentes. C'est dépendant de la météo, voilà. Du vent. Et donc, elles fonctionnent a priori que 23% du temps, ces éoliennes aujourd'hui. Ça, je n'ai pas le bilan, mais Voilà, donc c'est à peu près, je crois, ce qui est unanime sur la question. Est-ce que c'est vraiment durable, déjà, ce système aussi? Donc on vient de comprendre que l'énergie, en tout cas, est durable, puisqu'elle vient de la nature. Est-ce que c'est vraiment respectueux de l'environnement au niveau de sa fabrication? Alors là, il faut regarder sur l'ensemble du cycle de vie de l'éolienne. Et pour le coup, c'est vraiment une des énergies à la fois les plus durables et qui émettent le moins de CO2. Donc, le matériau pour produire un mât d'une centaine de mètres de hauteur et les pales, c'est quelque chose d'assez limité. On a le socle en béton, je sais que c'est très décrié par certains opposants. Ça fait une quantité importante de béton, il ne faut pas qu'elle se casse la gueule, l'éolienne, c'est évident. Mais c'est des choses qu'on sait recycler, c'est des choses qui ne sont pas dangereuses. On compare au nucléaire, où on va devoir gérer des déchets nucléaires qui sont radioactifs pour plusieurs centaines de milliers d'années. Donc il va falloir protéger les populations contre un danger sur centaines de milliers d'années. Le charbon, quand on le brûle, on émet du CO2, on réchauffe le climat, on a un impact qui va être long, qui va peser sur les populations futures. L'éolien, on a un bilan qui est honnêtement vraiment très positif. Et quelle est la durée moyenne de vie, d'utilisation en tout cas, d'une seule éolienne? Alors, j'ai pas les retours de... Mais c'est plutôt une vingtaine d'années, il faudrait voir dans le... Parmi les opposants aux éoliennes, de nombreuses associations de riverains déposent des recours en justice pour freiner le développement. Vous l'avez un peu dit, la question n'est pas tout à fait aujourd'hui, ne fait pas l'unanimité. Et des projets font l'objet de recours dans près de 70% des cas. Donc Paul Gonzalez, qui suit les questions de justice au Figaro, revient sur ces mobilisations qui obligent la justice française à s'adapter. Écoutez. On a eu des dépôts de dossiers depuis 2015 très impressionnants, entre 200 et jusqu'à près de 300 dossiers, 300 recours qui ont été déposés. Ces associations font un peu feu de tout bois et utilisent tous les outils juridiques qui sont à leur disposition. Alors ça peut être des problématiques de santé publique, mais ça peut être aussi des problématiques d'appel d'offres, également des problématiques d'urbanisme, en sachant bien sûr que derrière ces associations, il y a des cabinets qui sont spécialisés sur ce contentieux, qui ont créé un véritable filon commercial pour eux et qui inondent littéralement les juridictions administratives. Aujourd'hui, eh bien, les procès concernant les éoliennes, c'est entre 5 et 7 ans. Pour exemple, quand Engie ou EDF ont voulu déposer des dossiers pour les éoliennes en mer, eh bien, ces dossiers ont été déposés en 2012 et en 2014 et ils sont toujours instruits actuellement pour enrayer ce stock de contentieux. Eh bien, le gouvernement a produit 2 décrets, un en 2016 et un en 2018, avec l'idée de supprimer un degré de juridiction. On va gagner une procédure, en quelque sorte, donc on va gagner quasiment 10 mois. En plus, on va pouvoir spécialiser ces juridictions administratives, alors que c'est un contentieux qui est assez complexe. Il est encore trop tôt pour savoir comment ce contentieux va réellement s'orienter en pro ou anti-éolien. Pauline Lebert, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale de France Énergie Éolienne. Alors France Énergie Éolienne, c'est une association de promotion, de représentation et de défense de l'énergie éolienne en France. Première question, pour bien comprendre les choses, Pauline, qui finance cette association? Les adhérents. C'est-à-dire qu'on a plus de 300 membres chez France Énergie Éolienne, qui sont tous les acteurs de la filière qui travaillent en France
au développement, à l'exploitation, à la fabrication des composants, aux études environnementales, paysagères, études de vent, etc. Et ce sont ces personnes, ces entreprises qui sont adhérents de France Énergie Éolienne et c'est 100% financé par les adhésions de ces entreprises. D'accord. Alors, aujourd'hui, les éoliennes, c'est 6% de la consommation d'électricité en France, selon les derniers chiffres. C'est en forte croissance ces dernières années. En 2020, c'est 15% donc espéré. Concrètement, quels sont les prochains projets qui vont être réalisés pour développer ce parc éolien ? Alors, le gouvernement on a eu un débat sur la feuille de route énergétique qui a duré pendant tout le temps, pendant 1 an en gros. La feuille de route, elle dit qu'on va tripler la production. Mais tripler la production avec l'augmentation de la capacité de production des machines, on va moins que doubler le nombre de mâts. Vous le disiez tout à l'heure, on a 8 000 éoliennes, on aura un peu moins de 15 000 à horizon 2030. Et on a le volet donc, terrestre et éolien en mer. Et sur le volet éolien en mer, aujourd'hui, la PPE, la feuille de route énergétique, elle est selon nous peu ambitieuse. On a une façade maritime, la deuxième façade maritime d'Europe. On a 3500 km de côte et donc on devrait plus miser sur cette énergie qui est particulièrement compétitive, mature partout en Europe. Et on a une façade maritime avec un potentiel énorme. Alors ça, on va y revenir un petit peu plus tard dans l'émission. Déjà, pour bien comprendre l'ensemble du parc, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui en termes d'emploi en France, le parc éolien ? Alors aujourd'hui, en termes d'emploi, il y a à peu près 18 000 emplois en France. Qui sont dédiés à l'éolien. Et on a déjà, alors même que les projets éoliens en mer ne sont pas encore sortis de mer, si je puis dire, on a déjà 2000 emplois en France qui sont dédiés à l'éolien en mer, parce que justement les régions littorales, les entreprises, les projets industriels ont déjà anticipé le moment où on allait sortir ces projets, justement, qu'on allait les mettre en service. Et donc on a 2000 emplois sur l'éolien en mer, et en tout, on a à peu près 18 000 emplois. Donc le pouvoir public soutient énormément ce genre de projet, vous l'expérimentez au quotidien. Quelles ont été les marques concrètes de soutien et d'avancée dans ce sens ? C'est un processus continu, c'est-à-dire que l'énergie éolienne, ça vient des objectifs européens, nationaux, de la loi de transition énergétique. Donc en fait, on a la France par rapport aux autres pays européens, par exemple ? La France par rapport aux autres pays européens, on a un système de soutien qui est de l'investissement public pour aider en fait cette énergie nouvelle à s'installer. Donc tout ceci est contrôlé par la Commission de régulation de l'énergie, monitoré, c'est absolument clair et transparent et je pense que la commission parlementaire de Julien Aubert permettra de faire la lumière là-dessus et donnera les chiffres, tout est écrit dans les différents rapports de l'ADEME, de la CRE, etc. C'est un investissement public pour développer une énergie qui, comme c'était dit précédemment, est nécessaire. Expliquez-nous, c'est un mécanisme d'obligation d'achat. Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu ce principe qui est qu'en fait, les entreprises de distribution sont obligées d'acheter cette électricité qui est produite typiquement l'énergie éolienne. C'est une obligation depuis presque 20 ans. Alors, c'était en effet un système d'obligation d'achat, c'est-à-dire que jusqu'à fin 2017, c'est un système d'obligation d'achat. Donc, en effet, les producteurs d'énergie éolienne vendaient à EDF avec un système de compensation par l'État, donc un système de soutien. Depuis 2017, on est passé à ce qu'on appelle un complément de rémunération. Donc, en fait, les producteurs éoliens vendent leur électricité produite à partir des parcs éoliens sur le marché. Et en fait, en fonction du prix qui est défini, le maximum absolu, c'est 72 € par mégawattheure. Et la différence entre le prix de marché auquel ils l'auront vendu et le 72 €, mais les appels d'offres ont mis 65 €, c'est compensé par le soutien public. Parce que le prix de l'énergie nucléaire est moins important, par exemple, que cette énergie éolienne ? Alors aujourd'hui, pour vous donner une petite idée, le dernier rapport de la Cour des comptes de 2016, il donne comme coût de l'énergie nucléaire 62,8. Le dernier appel d'offres sur l'éolien terrestre, c'était 65,4. Donc en fait, on est vraiment dans les mêmes ordres d'idées aujourd'hui. D'accord. On vient d'entendre Paul Gonzalez qui explique que la justice française trouve des solutions pour s'adapter devant le nombre de dossiers contentieux. Par exemple, ce fameux décret qui date du 29 novembre 2018, qui restreint le droit de recours des associations contre les nouvelles installations d'éoliennes. Donc ceux qui sont contre ne peuvent plus le faire de la même façon. C'est une bonne nouvelle pour vous? C'est une victoire? Alors, en fait, c'est surtout un sujet qui a été envisagé non pas pour restreindre le droit au recours, mais pour accélérer le traitement des recours. Parce qu'en fait, le développement d'un parc éolien... Ça revient quasiment au même.
Ça ne revient pas exactement au même, parce qu'en l'occurrence, vous avez toujours 2 degrés de juridiction. Ça n'empêche pas de faire des recours. Le sujet, c'est qu'on avait effectivement, comme ça a été dit par Paul Gonzalez, vous avez un contentieux qui peut peser jusqu'à 6, 7, 8 ans, voire plus, sur le développement des parcs éoliens. Là où en Allemagne ou en Angleterre, vous allez développer des parcs en 3-4 ans, 4 ans en moyenne. Donc on a vraiment ce phénomène, on le sait, on a une politique d'association opposante à l'éolien qui le disent et l'affichent, c'est une politique systématique de recours contre les projets, contre chaque texte, etc. Donc en fait, le gouvernement a aussi constaté les chiffres. On a 70% de recours sur les autorisations, sur les projets, et on a 95% de ces recours qui sont déboutés. Donc en fait, on a véritablement surtout un sujet de contentieux qui obstrue et qui ralentit le développement des parcs, alors que on a 95% des recours qui sont déboutés. Donc, il ne s'agit pas de restreindre le droit au recours, ça n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'accélérer le traitement des recours. Et pourquoi il faut absolument l'accélérer, ce système? Si 95% des projets sont déboutés, pourquoi est-ce qu'il faudrait que ça aille davantage plus vite? Parce que d'abord, on a besoin de faire la transition énergétique en France, que la transition énergétique en France, ça signifie diversifier le mix énergétique français. Et pour diversifier le mix énergétique français, on doit développer un bouquet d'énergie renouvelable, donc le solaire, l'éolien, la méthanisation, le biogaz, etc., etc. Donc, on a en fait un ensemble d'énergies qu'il faut qu'on développe et sur lesquelles on a une nécessité accélérée parce que, comme le disait votre journaliste juste avant moi, il y a urgence à lutter contre le changement climatique. Alors, ça suscite beaucoup de réactions sur lefigaro.fr. Il y a beaucoup d'internautes qui réagissent, évidemment. On salue Liberté Individuelle, sur Facebook également Sylvie, Janine, Anne-Marie, Lac, Valérie. Et donc, des réactions très, très diverses que Jérémy nous relaiera pour l'essentiel en deuxième partie de cette émission. Évidemment, il y a beaucoup de questions sur le coût d'une éolienne. Le coût de fabrication et le coût de revient et qu'est-ce que ça coûte par rapport à qu'est-ce que ça rapporte ça. Donc on en parlera en deuxième partie d'émission. Si ce genre d'énergie, Pauline Lebertre, se développe de manière conséquente, est-ce qu'un jour ça pourrait faire baisser le prix de l'électricité? Est-ce que c'est ça l'objectif au final? C'est déjà une énergie compétitive et dont les coûts sont en constante baisse depuis les 10 dernières années. Donc en fait, on a aujourd'hui, on se rapproche, je dirais, de plus en plus du prix de marché. Après, le sujet du prix de l'électricité pour le consommateur, aujourd'hui, ce que je peux facilement vous dire, c'est que l'éolien, c'est une énergie compétitive, elle est à peu près au même, voilà, c'est les ordres de grandeur avec le nucléaire, c'est les mêmes. Aujourd'hui, la facture d'électricité, elle ne dépend pas du prix de l'éolien. C'est pas l'éolien qui pèse dans la facture d'électricité, ça représente 2,9%. Pourtant, la commission d'enquête du Sénat sur le coût réel de l'électricité a prévenu que la facture électrique des ménages pourrait grimper de 50% d'ici 2020 et de 100% d'ici 2023. Et l'une des principales causes, on ne peut pas le dire autrement, c'est le financement de ces fameuses énergies renouvelables qui va impacter directement les Français. Ce qu'il faut voir, c'est que le coût de soutien aux énergies renouvelables, compte tenu de la compétitivité, en fait, il va augmenter, entre guillemets, parce qu'il y aura de plus en plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique, mais avec le même soutien, on va financer 2 fois plus de production électrique parce que justement, la capacité de production de chacune des éoliennes, elle a en 10 ans été augmentée de 200%, que la baisse continue du coût de l'énergie éolienne. Voilà, aujourd'hui, on est à 65,4 € dans les appels d'offres. Donc, on n'a pas, ça n'est pas un rapport automatique sur la facture d'électricité. L'évolution de la facture d'électricité, elle ne dépend pas seulement de la facture des En tout cas, c'est l'intérêt pour les Français d'accepter ce genre de projet et qui voilà, pour faire passer un petit peu cette évolution dans les mentalités et pour supporter voilà, la destruction des paysages que ça suppose, les nuisances sonores, etc., dont on va parler avec un autre invité là pour la dernière partie de cette émission. Est-ce que vous avez par exemple un programme pour obtenir des éoliennes? Est-ce que vous travaillez là-dessus pour obtenir des éoliennes plus propres, moins bruyantes? Est-ce que ça, c'est un axe de réflexion pour vous sur lequel vous travaillez? Alors, il y a un axe d'amélioration continue. L'innovation technologique dans la filière éolienne, elle est constante. Le sujet du bruit, il est même plus très mis en avant par les associations d'opposants dans la mesure où, à 500 mètres d'une habitation, le bruit d'une éolienne, c'est l'équivalent du bruit d'un réfrigérateur.
On a l'Académie de médecine qui nous dit qu'effectivement, à la distance réglementaire, le bruit d'une éolienne, ça n'est pas une nuisance qui pose problème et qui nécessite d'augmenter la distance. Donc aujourd'hui, sur l'aérodynamique, sur l'amélioration en continu de la performance des éoliennes, il y a beaucoup de recherches. C'est pareil, il y a beaucoup de choses qui s'inspirent de la biodiversité, etc. Donc oui, c'est un processus d'amélioration continue et constant. Merci beaucoup Pauline Lebertre. L'une des régions les plus concernées par l'implantation des parcs éoliens, c'est celle des Hauts-de-France. Et le président de son conseil régional, Xavier Bertrand, s'est engagé ces derniers mois contre la prolifération de l'éolien. Voilà pourquoi il l'expliquait au micro de BFM TV en juin dernier. Écoutez. Que ça coûte les yeux de la tête, que ça ne crée pas d'emplois et qu'en plus c'est en train de détruire nos paysages et le gouvernement laisse faire. Donc je dis au gouvernement, il y en a marre et vous avez vraiment intérêt à prendre en compte aujourd'hui cette colère. Les gens n'en veulent pas et n'en veulent plus. Et ce que je propose au gouvernement, c'est de dire on arrête l'éolien, laissez-nous développer dans ces cas-là le solaire, il paraît que c'est votre ambition. Vos kilowatts en énergie renouvelable, on vous les propose, mais autrement, mais foutez-nous la paix avec les éoliennes. Julien Lacaze, bonjour. Bonjour. Vous êtes le vice-président d'une association qui s'appelle Sites et Monuments, qu'on connaît aussi sous le nom de Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France. Alors, est-ce que, comme Xavier Bertrand, vous faites partie de ceux qui, c'est le cas de le dire, sont vent debout contre les éoliennes en France? Et si oui, qu'est-ce que vous contestez précisément? Alors, ce qu'on conteste, c'est vraiment la dimension monumentale de ces machines qui ne fait que croître, puisque donc à l'origine, elle faisait une centaine de mètres de haut, même moins, et maintenant elle dépasse allègrement les 200 mètres. Donc pour situer un petit peu l'échelle des choses, un bel arbre c'est 20 mètres, le clocher d'une église c'est 30 mètres, et là on est à 210 mètres, très souvent, même au-delà. 210 mètres, c'est la hauteur de la tour du Montparnasse. Donc ce sont vraiment des objets qui écrasent les paysages et qui banalisent les paysages. C'est-à-dire que les éoliennes, elles sont toutes pareilles dans toutes les régions de France et ça industrialise nos paysages. Et ça, il faut bien comprendre que les paysages, c'est aussi une source de richesse. Nous sommes la première destination touristique au monde, sur 200 pays dans le monde. Ce n'est pas un hasard. Il y a une grande diversité de paysages. Et là, c'est vraiment une banalisation des paysages français qui s'opère. Ce qu'il faut souligner, c'est que nous, on n'est pas contre toute nuisance pour produire effectivement de l'énergie. Mais on est pour des énergies qui soient efficaces. Quand on a une centrale effectivement nucléaire, c'est pas beau, mais ça produit énormément d'énergie. Le problème avec les éoliennes, c'est l'intermittence dont vous parliez tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on en met énormément pour produire très peu d'énergie. Donc c'est vraiment des nuisances qui sont majeures pour une production d'électricité qui est minime. Ce qu'il faut dire aussi, parce qu'on a beaucoup parlé du réchauffement climatique, c'est complètement hors sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en France, notre électricité, elle est à 90% décarbonée, grâce notamment au nucléaire. Donc c'est un non-sujet. C'est-à-dire qu'on est le premier pays au monde, on est le meilleur élève du monde du point de vue de l'énergie décarbonée. Donc ce n'est pas la peine de remplacer quelque chose qui fonctionne déjà. Il faut bien comprendre que l'énergie... Pour vous, il faudrait rester au nucléaire, ça suffit? Alors, le nucléaire ou d'autres solutions, mais des solutions, il y a vraiment une différence entre les énergies qui sont pilotables, c'est-à-dire on obtient l'énergie dont on a besoin quand on a besoin, et les énergies intermittentes. Soit le solaire, qui est moins nuisible du point de vue évidemment des et qui est durable pour le coup. Et qui est durable aussi, et l'éolien, parce qu'évidemment il y a des jours où il n'y a pas de vent, il y a des jours où il n'y a pas de soleil, et qu'est-ce qu'on fait quand il n'y a pas de vent? Eh bien, il faut trouver des énergies de substitution. Et c'est des énergies de substitution. En Allemagne, par exemple, quand il n'y a pas de nucléaire, eh bien, ce sont des turbines à gaz, des centrales à charbon. Donc ça, c'est très mauvais pour le climat. C'est-à-dire que si on diminue la part du nucléaire, si on sort du nucléaire et qu'on remplace tout ça par des énergies intermittentes, il faudra trouver des sources d'énergie pour pouvoir fournir de l'énergie quand les éoliennes ne produiront pas. Donc, si vous voulez, il y a vraiment une balance qui est terrible. C'est-à-dire qu'il y a des inconvénients qui sont majeurs du point de vue des paysages et un bénéfice pour l'environnement qui est totalement résiduel, voire inexistant, parce que notre énergie électrique est déjà décarbonée. Et encore une fois, l'énergie électrique, c'est un micro-sujet, c'est-à-dire que c'est 23% de la consommation d'énergie finale. On ferait mieux de s'intéresser aux 69% qui sont composés par les carburants ou par le chauffage.
le chauffage au fioul, les gens par exemple qui ont du fioul. Voilà, ça c'est un vrai sujet. Et là, ce n'est pas décarboné. Donc là, on est en train de faire quelque chose qui est complètement redondant par rapport à notre système actuel qui est tout à fait performant. Vous n'avez pas le sentiment tout de même d'aller à l'encontre d'un projet d'avenir, d'un progrès en tout cas qui pourrait avoir du bon? Vous niez tout en bloc sur le projet, par exemple, éolien. Est-ce que vous êtes plus favorable aux éoliennes en mer, par exemple? Tout à fait. On est effectivement plus favorable à l'éolien en mer parce que c'est moins nuisible pour les paysages et parce que c'est plus efficace aussi. Parce qu'en mer, il y a un vent qui est plus régulier. Donc le fameux facteur de charge, vous parliez là de ces 23% pendant lesquels les éoliennes fonctionnent à plein régime. En mer, on monte au-dessus, je crois, de 30%. Donc c'est moins nuisible et c'est plus efficace. Donc c'est ce que je disais en préambule, on est pour des énergies efficaces, concentrées. Effectivement, l'éolien en mer peut en faire partie, sauf évidemment quand on les met près de l'île-Dieu, qui est un des joyaux du littoral. Et là, c'est quasiment pour nous de l'éolien terrestre. C'est un petit peu le problème, on en parlera un petit peu plus tard. Mais c'est que pour le moment, ces éoliennes en mer sont placées assez près des côtes. Voilà. Elles ne sont pas tout à fait suffisamment éloignées, mais on en parlera donc avec nos autres invités. Vous agissez donc contre toute forme de menace sur les monuments, les paysages, le patrimoine en général. Quelle part de demande de soutien vous avez devant des projets éoliens en particulier, vous, votre association? C'est absolument énorme. Nous, on est complètement submergés par les demandes de soutien. Il faut bien vraiment avoir conscience de ça. C'est-à-dire que le téléphone sonne sans arrêt, des gens qui sont vraiment désespérés. Même, je pense que les politiques sous-estiment largement ce qui se passe en ce moment. Et nous, ce qu'on constate surtout, c'est que dans un premier temps, on a mis les éoliennes dans les endroits où c'était le plus simple de les mettre, c'est-à-dire dans les endroits où il y avait le plus de vent et dans des lieux qui n'avaient pas de sensibilité paysagère particulière. Par exemple dans la Beauce. Mais aujourd'hui, l'éolien a mangé son pain blanc. C'est-à-dire que maintenant, on voit des éoliennes près de sites naturels majeurs, près de la Sainte-Victoire. C'est un dossier qui vient de rentrer chez nous, 6 km de la Sainte-Victoire. Il va y avoir des co-visibilités avec la Sainte-Victoire. Ça, à notre sens, ce n'est pas possible. En Bourgogne, près du château d'Ancilfranc, des éoliennes de 200 mètres de haut, avec une visibilité depuis le château d'Ancilfranc, c'est pas possible. Il y a vraiment de plus en plus, près de sites UNESCO, par exemple, un autre dossier qui vient d'entrer, voilà, en co-visibilité avec la citadelle de Vauban, de Besançon. Ça, c'est pas possible. Parce que... Non, mais c'est toujours le même problème, c'est-à-dire que les énergies renouvelables, c'est un problème qu'on connaît, c'est que tout le monde en veut bien, mais loin de chez soi. C'est un petit peu l'éternelle question. Et c'est un petit peu ce que vous dites aussi. Ça vaut la peine si c'est efficace. Ça dépend où. Or, ce n'est pas efficace. Voilà. Là, en tout cas, cette question des éoliennes, ça interpelle les Français. Elle ressurgit même dans le grand débat national souhaité par Emmanuel Macron. Le Conseil économique, social et environnemental, le CESE, avait ouvert une consultation sur le sujet en pleine crise des Gilets jaunes. Et les propositions ont afflué avec près de 9000 contributions enregistrées sur la question. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Écoutez, que les gens, tout simplement, n'ont pas envie de financer ce type d'énergie qui est inefficace et qui dégrade tout simplement leur environnement et leur cadre de vie. C'est très simple. Et on voit qu'en essayant d'étouffer les recours par les décrets que vous avez décrits, et puis il n'y a pas que celui-là, il y a aussi celui qui expérimente la suppression de l'enquête publique pour faire une sorte de consultation sur Internet low cost et où évidemment vont s'exprimer des avis complètement, voilà, ça se passe souvent sur Internet. Donc, on empêche les gens de s'exprimer, ça ressort. C'est-à-dire que ces recours, ces 70% de recours, ce n'est pas du sadisme, ce n'est pas comme je l'ai entendu tout à l'heure, des cabinets qui font de l'argent comme ça et qui forcent les gens à faire des recours en justice. C'est vraiment l'expression d'un désespoir profond des gens qui sont confrontés à une dégradation de leur cadre de vie. Donc vraiment la politique de l'autruche qui consiste à dire il y a trop de recours, donc on va les rendre de plus en plus difficiles, c'est une mauvaise chose parce que le droit, ça permet de solutionner les conflits d'une façon pacifique. Après, on a effectivement des réactions qui peuvent être regrettables de type gilet jaune. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Alors, l'une des alternatives aux éoliennes terrestres, on en a un petit peu parlé, ça pourrait bien être l'éolienne flottante, l'éolienne en mer et flottante. Un prototype a été testé en France fin 2018 par une start-up qui s'appelle Ideol. Et son président explique pourquoi ce projet intéresse autant. Écoutez. On va typiquement produire 2 fois plus d'électricité avec une éolienne en mer qu'avec une éolienne à terre. On est loin des côtes, on n'a pas d'impact paysager. On est en mer, on ne gêne personne au niveau du bruit, on ne gêne pas la faune non plus.
On est sur les sites épouvantés, donc on a un coût de production d'électricité qui est extrêmement compétitif. Les prochaines étapes après ce démonstrateur sont la réalisation d'une ferme de 4 éoliennes dont la construction va démarrer en 2020, qui vont être implantées au large de Port-la-Nouvelle, donc en Méditerranée. Voilà, deuxième partie de cette émission, les décrypteurs consacrés au parc éolien en France et à toutes les questions que ça pose. Jérémy Pontieux nous a rejoint sur le plateau pour relayer toutes les nombreuses réactions et questions sur le sujet. Merci Jérémy d'être là. Première question, peut-être réaction Oui, tout à fait. Il y a énormément de questions, énormément d'interrogations sur les éoliennes. Il y a notamment cette question du recyclage qui est posée, savoir que fait-on de la durée de vie d'une éolienne, nous dit Jean-Loup. Et de 15 à 20 ans, que se passe-t-il après? Est-ce que peut-être oui. Vous le savez? Oui, alors une éolienne aujourd'hui c'est 20 ans, 20-25 ans. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a plus de 90% en fait, de l'éolienne, comme c'était dit tout à l'heure, qui est recyclée. Aujourd'hui, l'enjeu, c'est de continuer le travail d'amélioration sur le recyclage des pales. C'est d'ailleurs un des objectifs qui a été mis dans la feuille de route énergétique. Mais aujourd'hui, il y a 90% de l'éolienne qui est recyclée parce que c'est de l'acier, c'est des éléments électromécaniques, etc. Donc en fait, c'est maîtrisé sur l'ensemble du cycle de vie de l'éolienne. On sait comment faire. Et les fondations, c'est du béton. Le béton, c'est inerte pour les sols, donc ça ne pollue pas. Et aujourd'hui, les parcs qui commencent à arriver en fin de vie en France, l'ensemble de la fondation est enlevé. Il y a une obligation d'enlever, mais les exploitants, les développeurs éoliens, enfin les exploitants de parcs, vont plus loin et ils enlèvent les fondations, en très grande partie. Cyril, juste pour revenir sur ce qu'on vient d'entendre sur les éoliennes en mer, quel impact ça pourrait avoir? Apparemment, c'est une solution qui a l'air de convaincre un peu plus de monde, une alternative entre ceux qui s'opposent aux éoliennes terrestres et qui cherchent en même temps à développer les projets. C'est une bonne alternative, mais il y a quand même des réticences. Hein. Oui, il y a des réticences même visuelles, parce on parlait de l'Île-Dieu et Noirmoutier, il y a un projet de parc éolien qui sera visible depuis l'Île-Dieu. Et ça lève localement beaucoup de résistance. Alors beaucoup plus chez les vacanciers que chez les habitants. En fait, et les habitants, ils savent aussi que la centrale d'électricité la plus proche de l'Île-Dieu et de Noirmoutier, c'est une centrale à charbon, une des dernières centrales à charbon de France. Et donc, quand on est bobo et qu'on est à l'Île-Dieu et qu'on veut rouler en voiture électrique, on a une voiture qui roule au charbon, en fait. Et donc, l'éolien, c'est sûr, il va avoir une emprise sur le paysage. Ça va être des pylônes visibles à l'horizon, mais les choix, ils sont... Et pas uniquement le paysage, parce qu'il y a toute la vie autour, Alors, oui. En bord de mer. Il y a plusieurs enjeux. J'imagine, les pêcheurs. Les marins-pêcheurs sont assez mécontents parce que ça complique les zones de pêche. Mais il y a pas mal d'études qui montrent en fait que ces implantations d'éoliennes offshore, en fait, ça devient des hotspots pour la biodiversité marine. C'est-à-dire que c'est un peu comme... on a vu ça aussi autour des centrales offshore pour le pétrole. Se mettent autour de ces fondations, de ces structures qui sont posées sur le fond marin, plein de coquillages, des algues, et ça attire beaucoup de poissons. Donc c'est sûr, ça paraît une perturbation. Voilà, donc il y a des inconvénients, mais il y a aussi des avantages Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de perturber les courants marins, des choses comme ça? Est-ce que ce sont des choses qui ont été vérifiées? Oui, c'est pris en charge dans les études, et c'est important. Enfin, Alors la contrainte de l'éolien offshore, c'est qu'on ne peut pas faire ça trop loin au large parce qu'on doit rester sur le plateau. Il faut rester sur le plateau continental. Sinon, on a des fondations qui sont beaucoup trop profondes. Pour le poser. Pour la poser. Oui, mais si c'est flottant. Si c'est flottant, on peut aller plus loin, en effet. Voilà. Et pourquoi on ne développe pas plus ça, ces énergies Le flottant, il faut qu'il fasse ses preuves. Parce que là, on est quand même... Le milieu marin, enfin, je ne sais pas si vous faites du bateau, mais c'est un milieu qui est quand même extrêmement hostile. Et c'est ça qui a mis fin à tous les projets d'hydroliennes. L'idéal, en fait, ce serait une éolienne qu'on mettrait sous l'eau et qui serait tournée par les courants marins. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas. Enfin, ça marche, mais ça ne marche pas de manière fiable. Et le milieu marin est trop destructeur, le sel, les courants, c'est trop violent. Donc cette filière-là, elle a beaucoup de mal à se développer et à prouver sa fiabilité. Donc malheureusement, les éoliennes, il faut les mettre... Donc les éoliennes, quand on dit éoliennes en mer, elles seront très proches des côtes.
Pas forcément très proche. Mais... Les éoliennes en mer, aujourd'hui, quand on parle justement du parc de Saint-Brieuc, quand on parle du parc de l'Île-Dieu, etc., c'est des éoliennes qui vont être à partir de 17, 18, 20 km des côtes. Donc on est déjà en termes de visibilité très loin, c'est-à-dire qu'on va apercevoir comme des allumettes au loin. Hein, et donc on est déjà sur quelque chose qui est très limité en termes d'impact visuel, qui n'est pas réduit à rien, bien sûr. L'éolien flottant, c'est une filière qui est en train de se développer. On a parlé tout à l'heure du facteur de charge. Le facteur de charge, je crois que c'est juste important de vous dire, je voudrais juste préciser ça. Le facteur de charge, c'est 25% sur une éolienne terrestre. Ça ne veut pas dire qu'elle fonctionne 25% du temps. Ça veut dire que quand vous avez une éolienne qui fait 2 MW, elle fonctionne 25% du temps à 2 MW maximum. Mais tout le reste du temps, elle va fonctionner à une intensité variable qui va être 1,5 MW, 1,8, 1,6, etc. Donc en fait, elle fonctionne 95% du temps, une éolienne. Et pour les éoliennes en mer, c'est 45% le facteur de charge. Et sur l'éolien en mer, on a un très gros retour d'expérience qui nous vient de la Grande-Bretagne, à la fois sur la biodiversité, sur les usages partagés avec justement les marins, les pêcheurs, je veux dire, avec le tourisme, etc. Donc on a énormément de retours d'expérience. Nous ne sommes pas les premiers sur ce sujet. Ok. Combien coûte une éolienne terrestre en moyenne par rapport à une éolienne en mer aussi? Ça peut être intéressant d'avoir des précisions là-dessus. Pauline, peut-être? Alors, le coût complet d'une éolienne, parce qu'en fait l'intérêt c'est aussi qu'on a des coûts qui sont connus, maîtrisés sur l'ensemble du cycle de vie d'une éolienne. Et la dernière étude de l'ADEME qui a été faite sur le sujet, c'est une étude qui dit que le coût complet c'est entre 55 et 90 euros par mégawattheure. Non mais donc clairement une éolienne pour l'installer, et ce qu'elle coûte en effet en entretien c'est important, mais la fabrication et l'installation d'une éolienne, combien est-ce que vous avez des chiffres là-dessus? Une éolienne, c'est une infrastructure c'est un investissement qui est extrêmement important. C'est à peu près 1 million d'euros une éolienne. Après, l'ensemble du projet ne se résume pas à ça, puisque vous avez l'ensemble de l'investissement. Voilà. Et par rapport, est-ce que par exemple les éoliennes en mer coûtent plus cher? Est-ce que c'est un investissement beaucoup plus important qui peut expliquer que c'est plus compliqué à mettre en place de façon... l'éolienne, vous allez avoir l'éolienne en elle-même et vous allez avoir le sujet de la fondation et de l'ensemble du reste du projet. Donc en fait, ça dépend ce qu'on considère. Oui, alors sur effectivement l'éolien en mer, l'éolien flottant, ça peut être une piste qui est très intéressante. Nous, ce qu'on conteste notamment à l'Île-Dieu, c'est justement que c'est un vieux projet, c'est-à-dire qu'on se base sur des technologies qui sont en train d'évoluer, qui va coûter quand même extrêmement cher. Donc on se précipite en fait dans quelque chose qui risque d'être démodé très bientôt. Pourquoi ne pas attendre d'avoir des façons justement de faire des éoliennes flottantes qui soient réellement performantes, qu'on puisse éloigner plus des côtes et donc qui soient moins nuisibles. Bon, la question du facteur de charge, c'est quelque chose qui est essentiel. Les éoliennes, c'est 20%, hein, les derniers chiffres, le facteur de charge. Donc le facteur de charge, c'est l'équivalent en fait du temps pendant lequel l'éolienne tourne à plein régime. C'est-à-dire qu'on ramasse toutes les périodes de production et c'est comme si elle tournait à plein régime 20% du temps. Le nucléaire, on est à 80, quelque chose comme ça. Donc vraiment, il n'y a pas photo du point de vue de l'efficacité énergétique. Donc c'est pour ça que leurs nuisances sont d'autant plus, je dirais, inacceptables. Parce que justement, c'est pas une façon efficace de produire de l'électricité. Mais il faut encore une fois vraiment laisser le temps au temps et améliorer les choses, notamment pour l'éolien maritime. Il y a d'autres façons aussi de faire de l'énergie propre. Il ne faut pas se précipiter et injecter tant d'argent dans une solution qui va peut-être être dépassée assez rapidement. Alors Jérémy, parce qu'il y a beaucoup d'internautes qui réagissent. Beaucoup d'internautes qui réagissent, qui sont critiques ou sceptiques sur les éoliennes, il faut le signaler. Mais alors, certains ont peut-être des idées d'alternatives. Clint nous dit qu'il faut faire des essais pour les éoliennes horizontales pour les particuliers. Et ICD rajoute que les éoliennes individuelles seraient peut-être une meilleure solution. Énergie consommée en grande partie sur place, pas de perte en ligne. De nombreuses propriétés agricoles isolées en ont déjà installées. Alors, ça vous inspire? Oui, on a un peu abordé le sujet. Malheureusement, l'éolien, ce n'est pas du tout une bonne solution pour la production d'énergie pour les particuliers. On s'aperçoit qu'il y a vraiment un effet d'échelle et pour qu'une éolienne soit rentable sur son cycle de vie, donc on parle de 20 ans, il faut qu'elle soit grosse, il faut qu'elle produise pas mal d'énergie. Et les éoliennes de petite taille, tous les projets en fait se rendent compte que c'est soit marginalement rentable, soit pas du tout rentable sur un cycle de vie. Donc pour les solutions habitat,
Il y a d'autres énergies renouvelables qui sont plus intéressantes. Il y a le solaire, il y a la biomasse, la géothermie par certains endroits, les pompes à chaleur. Donc on a tout un mix de solutions. Il n'y a pas que l'éolien. Mais pour la production individuelle, les petites éoliennes, ce n'est pas intéressant. Une dernière réaction, peut-être, Jérémy, il faut qu'on termine cette émission. Une toute petite, moi j'en vois, si vous n'en avez pas sous la main. Je vous lance. Jean-Loup qui nous demande combien rapportent les éoliennes et surtout à qui. Il habite le Cantal et à ce jour, il voit pousser des engins qui défigurent son paysage. Donc il demande vraiment qui profite de ça directement, plus que lui en tout cas. Écoutez, c'est simple, je peux vous donner un chiffre qui va être éclairant. On parlait des emplois tout à l'heure, donc il y a 18 000 emplois répartis partout en France. Donc en fait, ces entreprises, elles y vont. Et puis, ça bénéficie notamment en termes de fiscalité. Donc, aux entreprises qui installent les exactement, éoliennes, à l'ensemble des entreprises en fait, qui travaillent en France dans l'éolien. Et on a en termes de fiscalité, c'est quand même important de le dire, la fiscalité, en 2017, il y a plus de 155 millions d'euros qui ont été reversés en fiscalité au bloc communal, aux départements et aux régions. Donc, on a, ça bénéficie aux territoires, il y a de la création d'emplois, aux entreprises qui développent, aux territoires qui les accueillent en termes de fiscalité. Ça crée de l'activité économique, puisque les entreprises locales, elles viennent faire les fondations, les routes, les voiries, etc. Donc, on a toute une économie locale qui travaille sur ces parcs éoliens. Alors, le dernier mot, Julien Lacaze. Oui, donc il faut quand même rapporter ce que vous venez de dire au coût de l'éolienne pour la collectivité. Le chiffre, c'est 121 milliards qui ont été donnés aux énergies. Donc c'est le solaire et l'éolien pour le moment. C'est la Cour des comptes qui dit ça. Donc effectivement, c'est sans commune mesure avec ce que vous décrivez. Et puis il faut voir aussi que c'est un jeu de dupes, c'est-à-dire que ça rapporte effectivement des taxes aux communes qui ont moins de dotation de la part de l'État, mais ça en fait aussi des repoussoirs, c'est-à-dire que les éoliennes, elles font le vide autour d'elles. Il faut bien quand même avoir conscience de ça, c'est-à-dire que les gens ne veulent plus acheter par exemple une résidence secondaire ou sont vraiment des territoires qu'on fuit. Donc il faut faire très attention quand on a effectivement à faire cet arbitrage. Voilà, il y a on a bien compris que ça allait être compliqué de vous réconcilier sur ce plateau. Voilà. On a en tout cas essayé d'aborder un petit peu toutes les différentes problématiques qui se posent par ce sujet de l'éolien en France dont on n'a pas fini de parler. Merci à toute l'équipe de préparation de cette émission et à l'équipe de réalisation. Merci Jérémy et à tous les internautes très nombreux qui ont participé. Tout de suite, je vous propose de retrouver le talk présenté bien sûr par Yves Tréhard qui reçoit aujourd'hui Olivier Faure, non pas du tout, Thomas Mesnière qui est député de La République En Marche de Charente. À très vite sur Figaro Live.